Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun vers une nouvelle conciliation. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce 20 août à Yaoundé, en prélude de la tenue du congrès extraordinaire unitaire du 28 août prochain, que le maître Ernest Ndjuga Chitandi, médiateur entre les différentes parties prenantes de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, a donné la démarche à suivre pour que l'unité revienne au sein du CSTC. C'est pour présenter ce que nous avons fait pendant les 9 mois qui se sont écoulés et qui mènent à la tenue du congrès extraordinaire unitaire de la CSTC qui est prévu pour le 28 août 2021. Le résultat escompté de ce congrès, c'est l'élection d'un nouveau bureau qui va désormais parler au nom de la CSTC et gérer les affaires de la CSTC pendant une durée qui sera déterminée par les membres de la CSTC eux-mêmes. Mais la durée légale court pendant 5 ans. Donc en principe, on devait avoir un bureau de 2020 jusqu'à 2025. Mais on pourra avoir un bureau de 2021 jusqu'à 2026. En effet, c'est depuis 2015 que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun connaît la plus grande crise de son histoire. Les tensions naissent suite à une dissension au sein du bureau confédéral à la veille des congrès où 2 fractions se créent. L'une conduite par Zambo Amougou Jean-Marie, président sortant, et l'autre par Moussinola André, vice-président confédéral. Chacun de son côté convoquait et tenait son congrès fédéral. Après un nouveau désaccord au sein du bureau de Moussinola, une 3e fraction va voir le jour et sera conduite par le camarade Ngwanji Patricia. Ce n'est qu'en mars dernier que les différents présidents ont signé une déclaration pour le congrès fédéral unitaire suite à la suspension par ordonnance du tribunal de première instance d'un congrès confédéral convoqué en toute illégitimité le 18 février 2021 par une autre fraction conduite par Baboulé Abraham. La présente conférence de presse était donc l'occasion pour maître Ernest Ndjuga Chitandi d'informer davantage l'opinion sur la tenue effective de ce congrès extraordinaire unitaire du CSTC et d'apporter plus de précision quant à la démarche qui sera à suivre à cet effet. Si l'unité est gage d'une nouvelle dynamique au sein de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, le rendez-vous est donc pris pour le 28 août prochain. Le vendredi 20 août 2021 s'est tenue une double conférence de presse au centre de presse du Sofitel Hôtel Ivoire, aménagé comme il se doit dans le respect des standards internationaux. Le modérateur de ce congrès, M. Alain Toussaint, aguerri aux arcades de la communication internationale, n'hésite pas à relancer le questionnaire pour en savoir un peu plus sur les connaissances et motivations des invités, comme ce fut le cas pour Houssen Garbi, directeur des relations internationales de la Poste tunisienne. Ce congrès-là était absent sur les terres africaines depuis plus de 80 ans. Et c'était un véritable défi donc d'avoir ce congrès-là, ce rendez-vous sur la terre ivoirienne, et la Côte d'Ivoire a si bien réussi donc ce défi-là. Ce rendez-vous donc va discuter plusieurs sujets importants pour les postes africaines, notamment le plan de rémunération intégré, le plan d'intégration des produits qui va offrir un package concurrentiel vis-à-vis donc des concurrents sur le commerce électronique. Il y a aussi une thématique qui sera discutée aujourd'hui sur l'ouverture du secteur postal aux intervenants du secteur énergie. Il y a aussi une thématique et un sujet qui va être discuté cet après-midi lié à la contribution au système contribution au budget ordinaire de l'UPU, donc l'aspect finance. Et on sait qu'il y a certains pays qui accusent des retards de paiement, donc on vise à trouver une solution pour ces pays-là. Et c'est un sujet, c'est un congrès important et stratégique pour nous. Et la Côte d'Ivoire a si bien
réussi donc l'organisation de ce congrès-là. Et aussi, j'aime donc mettre l'accent sur l'esprit de consensus qui prévaut depuis le début du congrès et qui, j'espère, va prévaloir tout au long du congrès. À la fin de cet échange enrichissant des questions-réponses avec la presse nationale et internationale, une photo de famille symbolise ce moment avec l'invité. Il est 12h23 lorsque l'équipe de CNN n'hésite pas un instant à recueillir le sentiment de l'exposant à la fin de cette conférence de presse. Cette première conférence de presse sanctionne les travaux ô combien exaltants de cette matinée du vendredi 20 août 2021. La deuxième conférence de presse de l'après-midi du même jour commence à 15h34 avec l'arrivée du second exposant et la délégation qui l'accompagne dans le centre de presse. Instant de détente et d'information à la presse sur le conférencier M. Madi Diaby, directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la Guinée-Conakry, qui devra apporter des réponses aux questions des journalistes. Pour ce faire, M. Alain Toussaint, rompu à cette tâche durant ce 27e congrès de l'UPU, n'hésite pas à poser certaines questions. Puis suivra à 16h25 une photo de famille et les impressions de M. Madi Diaby au micro de CNN, la télévision autrement. La fin de cette deuxième conférence de presse sonne le repos mérité de la journée de ce vendredi 20 août 2021 pour la presse nationale et internationale. 2 jours, c'est le temps que durera le séminaire de renforcement des capacités du personnel des missions diplomatiques et autres organismes internationaux sur les avantages fiscalo-douaniers liés à leur statut diplomatique organisé par la Direction générale des douanes du Cameroun. La première journée de cet important séminaire s'est ouverte ce mercredi 25 août à Yaoundé, dans le nouveau centre d'instruction douanier Nomayos de Bankomo, avec l'arrivée du ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, qui a présidé les travaux. Ce, en présence du représentant du directeur général des douanes, du représentant du ministère des Relations extérieures, du haut-commissaire sud-africain, des chefs des missions diplomatiques et consulaires et plusieurs autres personnalités. Dans son adresse d'ouverture, le patron des finances n'a pas manqué de témoigner de sa satisfaction quant au bon travail effectué par la Direction générale des douanes camerounaises. Qu'il me soit permis de rappeler que l'institution qui nous accueille est la concrétisation de la volonté du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qu'il a créé par décret 066 du 28 février 2013. L'objectif étant bien évidemment de doter la douane camerounaise, ses partenaires et les professions connexes d'un cadre d'excellence pour promouvoir des ressources humaines de qualité indispensable à la performance des organisations cibles. Il ne serait pas surabondant de saluer ici, avec emphase, la contribution majeure des partenaires financiers multilatéraux, notamment la Banque mondiale, qui ont accompagné et soutenu la réalisation de cette autre ambition du chef de l'État pour la douane camerounaise. Placé inéluctablement sur la piste de décollage, le centre d'instruction douanière est le fruit d'un travail acharné. C'est le lieu de féliciter le directeur général des douanes ainsi que ses collaborateurs pour le suivi de ce chantier aujourd'hui presque achevé. Comme tout projet en début d'exploitation, le centre, d'après les rapports qui me parviennent, fait face à des difficultés. Je voudrais vous promettre d'y accorder en fonction des moyens disponibles toute l'attention qu'il mérite. C'est également l'occasion de solliciter les appuis complémentaires multiformes de nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics, nationaux ou étrangers, bilatéraux ou multilatéraux, en vue du rayonnement de cette nouvelle institution de formation professionnelle à vocation internationale. À la suite du ministre, le représentant du ministère des Relations extérieures a marqué un point d'honneur sur l'initiative de ce séminaire. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, d'avoir associé le ministère des Relations extérieures et d'autres partenaires à cette belle initiative. Notre présence ici ce jour est la preuve de l'importance que nous accordons à cette activité inédite qui permettra, à n'en point douter, de donner plus de visibilité sur les questions de privilèges fiscalo-douaniers.
Je salue particulièrement la présence des chefs de mission diplomatiques et consulaires qui ont fait le déplacement jusqu'à ces lieux. Leur précieuse collaboration et leur appui au renforcement des capacités professionnelles de leurs collaborateurs constituent, à n'en point douter, une preuve de leur engagement en faveur de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre leur pays, leurs organismes et le Cameroun. Pour cette première journée, les travaux ont été axés dans un premier temps sur la modernisation de la douane camerounaise, module introduite par Madame Baombe Tabi Angèle, chef de centre. Puis les participants se sont instruits sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, sur le prisme du droit douanier de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une réflexion conduite par Camille Yves Patrick, chef de la division de la législation et du contentieux. La direction des douanes, à travers ce séminaire, met un point d'honneur sur la formation de son personnel ainsi que de ses partenaires et s'inscrit de ce fait en droite ligne aux objectifs de l'Organisation mondiale des douanes qui, à travers de diverses formations, contribue de façon significative à la performance des administrations affiliées. C'est du moins ce que laisse entendre Neba Kone, représentant du directeur général des douanes du Cameroun. Il y a des facilités qui sont prévues par les conventions internationales et par le cadre juridique communautaire CEMAC et national Cameroun. Donc il est question de parcourir ensemble avec les participants ce contenu pour que les uns et les autres en soient davantage familiarisés. Mais en plus du contenu des avantages, on va aussi traiter les questions de procédure. Parce qu'il y a des procédures administratives qui commencent au MINREX avant de continuer au niveau du MINFI, soit à la Direction générale des impôts, soit à la Direction générale des douanes, et qui par la suite retourne éventuellement au MINREX pour la suite des archivages, par exemple la suite des immatriculations des véhicules, ainsi de suite. Donc c'est d'abord le contenu et puis les procédures qu'on va aborder avec les participants. Et nous comptons mettre l'emphase sur les procédures automatisées avec les nouveaux systèmes d'information qui sont en train d'être mis en place au niveau de l'administration des douanes et au niveau de l'administration fiscale. Avec la suite des réflexions qui vont se poursuivre ce 26 août sur les procédures de dédouanement encadrant les envois diplomatiques face aux impacts de dématérialisation, la Direction générale des douanes entend, pour jouer complètement son rôle d'accompagnement, les opérateurs économiques et autres partenaires, mettre à leur disposition un personnel hautement qualifié et répondant parfaitement aux exigences de la modernisation. Ce lundi 23 août 2021 marque la dernière ligne droite du 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire, UPU Abidjan 2021. C'est aussi ce jour choisi pour la conférence de presse de M. Bichar Abdirahman, directeur général sortant de l'Union postale universelle, qui a choisi ce moment pour présenter son bilan à 8 ans passé à la tête de cette institution. Il est 11h45. M. Bichar Abdirahman dans le centre de presse, accueilli par l'imperturbable Alain Toussaint, modérateur attitré des conférences du centre de presse UPU Abidjan 2021. This is the last week of the Congress. C'est la dernière semaine de ce congrès. It's the most exciting and interesting part of the Congress. C'est la partie la plus intéressante et exaltante de ce congrès. This is the time when the leadership who are going to take over from me will be elected. C'est le moment où le leader va être élu. And of course, the members to the governing body of the councils of the union will also be elected here. Et puis d'autres membres aussi de l'union seront élus. My assessment of the Congress, this is a very successful Congress. Mon bilan de ce congrès est que c'est un congrès qui se passe très bien. And I'm very proud to hand over the Congress on an African soil to an African leadership who will take over the chairmanship of the Congress Côte d'Ivoire. Et je suis très fier de passer la présidence sur le territoire africain à un Africain qui prendra le relais ici en Côte d'Ivoire. I've been the head of this UN body for the last 9 years. J'ai été à la tête de cette institution durant les 9 dernières années. I was elected first time in 2012. J'ai été élu pour la première fois en 2012. I had the full support of all African heads of states. J'avais le soutien de tous les chefs d'État Who endorsed me as the candidate for Africa. Qui m'ont proposé comme le candidat de l'Afrique. For which I am very grateful to them. Et je leur suis très reconnaissant pour cela. The position of a general secretary of the UN body is not an easy assignment.
La position de directeur général de l'UPU, ce n'est pas une tâche facile. It requires someone with knowledge Ça demande un certain nombre de connaissances, of the industry. un certain nombre de connaissances du secteur It must d'activité. have someone who has experience. Ça demande que la personne ait de And more l'expérience. importantly, someone who has got the depth of understanding the dynamics of the multilateralism. Et par-dessus tout, quelqu'un qui a la profondeur pour comprendre la dynamique du secteur postal. Someone must be able to bring the divergent views and interests of the member countries. Someone who can bring them together is necessary. Cette personne doit être capable de pouvoir faire converger tous les points de vue différents de différents États. And therefore, my experience is that there's no monopoly of knowledge or idea with any group of people. Et mon expérience est qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas de monopole en ce qui concerne la connaissance vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Devant toute la presse nationale et internationale, le conférencier a fait un tour d'horizon de son mandat entamé en janvier 2013 et s'en est suivi la série des questions des journalistes sur son mandat et la poste, avec des réponses à leur grande satisfaction malgré l'utilisation de la langue anglaise par le conférencier. La traduction parfaite a réjoui l'ensemble de la presse à 90% francophone. À 12h45, fin de la conférence. Ensuite, une série de 3 photos de famille accordées par le conférencier comme pour remercier la presse nationale et internationale pour cette couverture du 27e congrès de l'Union postale universelle. Nous tendons vers la fin du 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Son Excellence Bicha Abdirahman Hussein, directeur général de l'Union internationale de l'UPU, directeur général sortant, a dressé son bilan de 9 années passées à la tête de l'Union postale universelle. Depuis l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire, Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarassou au micro pour CIMM. Ce mardi 24 août 2021, après un déjeuner qui a sanctionné une matinée très chargée en débats et échanges fructueux sur la bonne marche de la poste dans le monde, l'après-midi est sans relâche. Il est 13h56 lorsque le Niger, par son directeur général des postes du Niger, très attendu à la conférence de presse quotidienne qui verra la présentation de la poste nigérienne et le sentiment qui anime M. Idrissa Kane depuis le début de ce congrès. Bon, je pense que j'introduirai un peu plus les éléments d'information à travers les questions. Sinon, on est très content d'être là en Côte d'Ivoire, qui est notre pays comme tous les Africains qui sont venus ici. Monsieur Alain Toussaint, modérateur, explique le déroulé qui durera 3 quarts d'heure aux conférenciers face à la presse nationale et internationale. Nous, à la Poste du Niger, bien heureusement, on ne nous avait pas retiré les services financiers, mais c'est une poste pour laquelle qui a été laissée avec beaucoup de problèmes. Et face, on va dire, au développement et à l'environnement changeant, qui va aller très vite, les postes très vite dans beaucoup de pays ont semblé obsolètes. Donc maintenant, je vais répondre un peu plus à votre question. Il s'agit pour nous de se réinventer, de trouver la capacité à être, au diapason des besoins qui sont, comme vous le savez, on est dans une époque où les gens veulent très vite les services et veulent très vite, la qualité de service. Nous avons remarqué, en tout cas nous c'est notre stratégie, au-delà des problématiques des courriers colis à travers les e-commerce, etc., donc à la digitalisation des services qui est inévitable. Pour moi, ce qui va faire sortir les postes, le secteur postal d'un certain marasme dans lequel il est, c'est les services financiers. Au fil du temps, l'État doit comprendre qu'on a un formidable outil de développement. Vous voyez, il convient de savoir que l'aménagement des territoires passe aussi par les postes. Une photo de famille pour symboliser cet instant et CNN, la télévision autrement, a recueilli l'impression du conférencier. À 16h25, place au président directeur général de la Poste du Mali, M. Ibrahima Aïdara. Alors, comme toutes les postes, mais je dirais que la poste malienne particulièrement a connu des moments extrêmement difficiles. Je peux dire que nous avons une situation qui est un peu similaire à la poste de la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, avec la politique d'ajustement structurel imposée par la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, la poste malienne a été obligée à un moment donné de se débarrasser de ces services qui fonctionnaient, notamment les services financiers, mais aussi les services télécoms. Et pire, c'est que la poste a été obligée de garder les passifs de l'entité qui regroupait ces 3 activités-là.
Donc résultat, on s'est retrouvé avec une structure postale, une administration postale qui ne faisait que du courrier et qui était censée quand même rembourser le passif qui s'élevait à plusieurs milliards des structures, de la structure précédente. Et donc vous comprenez naturellement que la structure même, elle a démarré avec beaucoup de difficultés. Et au-delà de ça, le secteur petit à petit a été ouvert à la concurrence. Et comme vous le savez, dans nos pays, malheureusement, il y a une concurrence anarchique qui s'est mise en place et qui est entretenue par les transporteurs, qui, au passage, je le signale, sont interdits de transport mixte dans nos pays, c'est-à-dire la loi les interdit cela. Mais malheureusement, c'est un système qui est en place et qui crée justement cette concurrence anarchique et déloyale face à nos structures. Et donc, c'est dans cet environnement que la poste malienne a évolué. Et donc, et au-delà de l'avènement aussi de la digitalisation. Et donc, avec l'avènement de la digitalisation, il faut savoir quand même qu'à un moment donné, nos autorités n'ont pas su prendre, en tout cas nos autorités postales n'ont pas su prendre la digitalisation comme une opportunité, mais plutôt comme une menace. Une photo de famille avec les représentants de la presse et de manière décontractée, le président directeur général des postes du Mali a tenu à s'exprimer au micro de CNN. Peut-être tirer une leçon est prématuré parce que nous sommes dans la phase finale du processus. Mais je peux déjà dire d'ores et déjà que le bilan à mi-parcours est satisfaisant. Je l'ai dit tantôt, d'abord nous avons su maintenir la cohésion au moment où c'était assez difficile. On a même failli enlever le congrès de sa substance. Et finalement, on a pu trouver des terrains. À chaque fois qu'on est arrivé à un certain niveau de difficulté, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente pour s'en sortir. Donc je peux dire que pour le moment, j'ai ce sentiment de fierté, surtout que le Mali s'était engagé dès le début du processus à accompagner la République sœur de Côte d'Ivoire dans l'organisation de ce rendez-vous très important qui revient chez nous 87 ans après l'Égypte. Alors, au sortir de ce congrès, nous souhaitons quand même, comme je l'ai dit dès le départ, que nous puissions disposer d'une stratégie postale pour le prochain cycle intelligente qui tient compte des spécificités de nos pays et qui tient compte des difficultés que nos pays traversent. À 72 heures de la fin de ce 27e congrès de l'UPU, on peut féliciter la Côte d'Ivoire pour cette organisation. Nous sommes à 3 jours de la fin du 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Depuis le Sofitel Hôtel Ivoire, Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarasou au micro pour CNN. Voici l'homme qui désormais présidera à la tête de la Société des aéroports du Cameroun. Brice Kwame Lelengi, précédemment administrateur civil principal, a été promu à la tête de la Société des aéroports du pays par sa hiérarchie en qualité de directeur général adjoint de cette institution depuis le 21 mai dernier. En guise de remerciement et de profonde gratitude, une messe d'action de grâce a été organisée ce 20 août 2021. Office religieux présidé par Monseigneur Sosten Léopold Mbaémi, évêque du diocèse de Dobala, aux côtés de Monseigneur Damas Zinga Atangana, évêque du diocèse de Kribi, et de Monseigneur Roger Pyrénées, archevêque émérite de Bertois. Ce, en présence des membres du gouvernement, du super-maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, de l'honorable Kwam Songo Gabriel, par ailleurs chef de famille, accompagné d'une forte délégation venue accorder une autre bénédiction à son fils nouvellement nommé. À cette cérémonie, on notera également la présence du président régional de la région du centre et de plusieurs autres personnalités. Durant ce moment d'action de grâce, le digne fils de la localité de Golfem dans le département de la Léquier a non seulement rendu grâce à Dieu pour cette nomination, mais aussi et surtout témoigné de sa reconnaissance pour la marque de confiance déposée en sa modeste personne par le président de la République, tout en disant sa détermination à mener à bien toutes les missions qui lui seront confiées. Pour magnifier le Seigneur pour ses abondantes grâces, manifestées au travers de la volonté d'un homme, d'un guide, à qui je dis toute ma déférence et ma reconnaissance pour avoir accordé une fois de plus sa très haute confiance à la Léquier par ma modeste personne. J'ai nommé son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je mesure l'ampleur de la tâche et les attentes adossées à la jeune personne que je suis devant la responsabilité. En tout état de cause, talent laboureur, je ne cesserai de creuser, fouiller, bêcher et donner le meilleur de moi sous l'encadrement de tous afin d'apporter ma modeste pierre
à l'édifice commun, le Cameroun, et au rayonnement de notre cher et valeureux département, afin d'honorer la très haute confiance que le chef de l'État a bien voulu placer en nous au travers de moi. Brice Kwam Melengui, doté d'une éducation de qualité reçue de ses parents et pétri d'une expérience exceptionnelle dans le domaine, est plus que jamais au travers de cette reconnaissance engagé à tenir de bonnes mains cette autre responsabilité. Les organisations patronales des pays francophones réunies à l'hippodrome parisien de Longchamp ce mardi 24 août 2021 à l'occasion de l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones. Près de 600 chefs d'entreprise francophones de 31 pays ont assisté à ces assises économiques et financières en vue de sceller une communauté d'affaires forte. Constat que la France a perdu des parts de marché ces dernières décennies sur le continent africain. Et donc notre ambition, c'est de convaincre les entreprises françaises que leur développement passe par l'Afrique. Pour des raisons évidentes de proximité géographique, de proximité culturelle, de proximité historique, les entreprises françaises se doivent de s'installer sur le continent africain, d'y nouer des relations de confiance et de long terme. Et j'ai envie de dire que le continent africain est incontournable pour toute entreprise française qui aujourd'hui a une stratégie internationale. Une initiative privée d'entrepreneurs français pour essayer de créer des opportunités entre les pays qui ont la langue française en commun. À ces occasions, le chef du gouvernement ivoirien, son Excellence Patrick Hachi, n'a pas manqué d'exposer les atouts dont dispose l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier pour un meilleur avenir de l'écosystème économique francophone. En 20 ans, la France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12 à 7%. Les exportations des entreprises françaises ont ainsi doublé sur un marché qui a quadruplé. Un véritable choc de conscience et d'action, et c'est ma seconde conviction, doit donc s'opérer. Et pour ce faire, il nous faudra mener 3 ruptures majeures. La première, pour les acteurs économiques francophones, est de considérer enfin ce marché presque naturel comme une terre prioritaire pour leurs investissements. Ceux-là même qui, hier, ont pu être détournés pour des délocalisations lointaines, aujourd'hui questionnées par la pandémie. Pendant que d'autres acteurs, bien éloignés de notre communauté francophone, ont eu, eux, le flair de venir prendre les places qui n'étaient plus occupées. Il est temps pour les entrepreneurs francophones de ne plus craindre d'agir ou d'investir et d'oser. La seconde rupture doit être, pour nous tous, une libération. Celle du poids d'une histoire complexe, faite de haut et de bas. Mais cette histoire, elle est celle de nos pères, pas la nôtre, ni celle de nos fils. Eux, nos fils, attendent les investissements, les infrastructures, les emplois. N'écoutez pas ces quelques voix qui parlent ici pour eux, sans rien connaître de cette Afrique nouvelle qui naît. Pour notre jeunesse, cette page n'est plus la sienne. Et elle vous attend pour écrire celles qui vont dessiner son avenir et transformer positivement sa vie. La dernière rupture à opérer, elle nous incombe. Nous connaissons les insuffisances de la gouvernance qui ont pu exister dans le monde francophone. Là encore, une page se tourne et notre pays, la Côte d'Ivoire, le prouve. En doublant en 10 ans son PIB par habitant au sortir de 2 décennies de crise, au moyen d'une croissance moyenne de 8% par an jusqu'en 2019. Les Ivoiriens ont accompli sous la gouvernance d'Alassane Ouattara une œuvre collective que bien peu imaginaient. Et notre résilience économique et sanitaire fait face à la pandémie, comme l'ampleur de notre rebond viennent prouver la force de nos fondamentaux. Pour atteindre nos objectifs 2030 consacrés pour le projet Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire doubler notre revenu par habitant à nouveau et réduire de moitié notre pauvreté, nous avons fait du développement du secteur privé notre priorité nationale absolue, avec une contribution cible du secteur privé à l'investissement de 25% du PIB d'ici 10 ans. Et ce, tout en réformant en profondeur la culture de notre administration pour en faire demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et plus jamais le frein réglementaire ou humain qu'elle peut encore être aujourd'hui, chez nous comme dans de nombreux pays du monde francophone.
Le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachi a eu droit à un standing ovation après son intervention à cette première rencontre des entrepreneurs francophones initiée par le MEDEF. Il a également souhaité que l'événement puisse se tenir chaque année, alternativement sur les deux rives, et a convié les participants à venir en 2022 à Abidjan. Également présent à ces assises, son Excellence Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, qui lui garde espoir pour les entreprises africaines qui ont été fragilisées par la crise sanitaire. La secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchikiwabo, invite les entrepreneurs francophones à plus de solidarité. Le réseau des entrepreneurs francophones lance une plateforme de dialogue et de coordination permanent des patronats francophones pour renforcer leur flux d'affaires. Le 27e congrès de l'UPS s'est tenu à Abidjan, la capitale économique et la ville la plus peuplée de la République de Côte d'Ivoire. Le congrès de très haut niveau aurait originellement dû avoir lieu en août 2020, mais a dû être reporté en 2021 à cause de la pandémie du Covid-19. Le japonais Masahiko Metoki a été élu ce mercredi 25 août 2021 à Abidjan au poste de directeur général de l'Union postale universelle. Il succède à ce poste au Kenyan Hussein Bichard. Il a été élu dès le premier tour avec 102 voix à la suite d'une élection qu'il a opposée à deux autres candidats, dont le Suisse Pascal Clivaz qui a obtenu 40 voix et le Belge Jacques Amande 14 voix. L'institution sera présidée par le japonais Masahiko Metoki pour les 4 années à venir. L'élection du directeur général adjoint a été remportée par le Slovène Marchand Oswald par 86 voix contre 47 pour le Camerounais Younous Djibrin et 21 voix pour l'Argentin Marcela Maron. Cette élection très serrée du directeur général adjoint s'est déroulée en 2 tours pour départager les candidats ayant obtenu le plus de suffrages, une élection transparente selon les participants. C'était des votes à bulletins secrets et chacun des pays a exprimé son droit de vote de façon démocratique mais secret. Donc la Côte d'Ivoire a choisi son directeur général et les résultats ont donné que Metoki est le directeur général de l'Union postale universelle, comme tous les autres pays. Quel que soit celui qui est élu, l'Union va continuer de marcher sur la base des textes, des règles et puis des sujets à l'ordre du jour, puisque nous avons la stratégie postale d'Abidjan qui doit courir jusqu'en 2024. L'UPU est une institution spécialisée des Nations Unies dont le siège se trouve à Berne, capitale de la Suisse. Fondée en 1874, elle est l'une des plus anciennes organisations internationales et constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal.